de définition ou d'approche tout à fait voisine de ce que c'est que la monnaie. Si on est d'accord pour commencer. Pour nous, la monnaie, c'est un rapport d'appartenance à une collectivité. Donc un rapport d'appartenance à une collectivité. Deuxième idée qui va avec, qui est très importante, rapport d'appartenance à une collectivité qui s'exprime sous la forme d'une dette. Il s'exprime sous la forme d'une dette. Donc vous voyez, il y a les mots appartenance, rapport d'appartenance, la notion de collectivité, de communauté, si vous préférez, et troisièmement, l'idée de dette, très importante, sur laquelle je vais revenir. La deuxième approche tout à fait complémentaire, mais qui est utile de dénoncer parce que ça va nous rendre service aussi dans nos analyses et dans nos débats. Une autre façon de dire un peu la même chose, c'est de dire que la monnaie est une institution sociale et politique. La monnaie peut être vue comme pour nous en tout cas, comme une institution sociale et politique. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle est enchâssée, quand on dit institution sociale et politique, d'abord dans le mot institution, il y a l'idée de règles définies dans une collectivité, et d'autre part, sociale, c'est qu'elle est enchâssée dans la société. D'accord ? Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Ça, c'est la deuxième idée, hein, donc l'idée d'institution sociale et politique. Et la troisième idée, qui est tout à fait complémentaire, hein, mais qui me paraît important de préciser parce qu'elle apporte peut-être même certainement quelque chose de plus, c'est de dire que la monnaie, pour nous, est un bien public. La monnaie, alors certains diront un bien commun, c'est un bien collectif. Oui. Un mécanisme, si on peut dire, qui est utilisé par la collectivité dans son ensemble. J'accepte les signes monétaires que vous me donnez. D'accord? Donc, je suis dans une collectivité. Donc, vous voyez, tout ça se rapproche à l'idée de dire qu'il y a une appartenance à la société, appartenance sociale, une institution sociale et politique. Nous disons en tout cas la chose suivante, c'est que la monnaie ne peut pas être comprise uniquement par une analyse économique. Les économistes tout seuls ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la monnaie. Hélas, quand vous lisez un livre d'économie en faculté, par exemple, ou même au lycée, on vous dit la monnaie, c'est quoi? C'est un instrument qui permet de faire des échanges, qui permet qui est un étalon de mesure et qui, un troisième fonction, qui est une réserve de valeur. Cette définition, sans être fausse, est totalement insuffisante. C'est une vision réductrice de la monnaie. Il faut avoir des approches globales en sciences sociales, avec des anthropologues, tout à l'heure je vous parlais d'anthropologues, des sociologues, hein, on parle d'une institution sociale, des géographes, tout à l'heure on va parler de l'échelle territoriale de la monnaie. Le territoire est très important. Hein, Guillaume va vous parler des monnaies locales. La dimension territoriale est essentielle. Et l'histoire. Il faut prendre en compte l'expérience historique, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, on peut tirer des conclusions là-dessus. Deuxième idée, la monnaie, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner que s'il y a de l'unité dans l'espace où elle circule. Si, contrairement à ce que disent par exemple des économistes libéraux comme Hayek, il faut qu'il y ait une concurrence des monnaies, et la meilleure gagnera, c'est une hérésie. Donc la monnaie est définie un rapport social. Certains emploient le mot de lien social. La monnaie est un lien social. C'est-à-dire que nous vivons dans toutes les sociétés, y compris celles qui ont existé bien avant nous, nous vivons dans un rapport de lien social avec les autres membres de la société, les autres membres de la collectivité. Et quand on dit qu'on vit dans un rapport avec les autres membres de la société, c'est-à-dire qu'en fait nous avons défini des valeurs qui peuvent différer, bien entendu, d'une société à l'autre. Nous définissons aussi des règles communes, d'accord? Ce lien social est fondé sur des règles communes qui peuvent être écrites, qui peuvent être implicites, informelles, et, autre mot très important pour définir la monnaie et sa nature, la confiance. Le concept de confiance est central. La monnaie ne peut exister, être acceptée dans une société, dans une collectivité, que s'il y a un lien de confiance. Donc le lien social, il est nécessairement fondé sur la confiance. S'il n'y a pas la confiance, j'y reviendrai tout à l'heure, alors c'est la crise. La notion de dette, c'est très important. Dans ma première définition, j'ai employé le mot de dette. Toute monnaie, selon nous, est une dette. C'est une dette à la fois de la société envers l'individu. Si je détiens un billet de banque, en fait, c'est une dette de la société envers moi, qui me permet d'utiliser ce signe monétaire pour, par exemple, faire un échange. Mais c'est aussi quelque part, et c'est important de voir cette dimension aussi, une dette de l'individu envers la société. Parce qu'à partir du moment où j'accepte
d'appartenir, j'appartiens, je joue le jeu, j'accepte les règles de la collectivité, alors je considère que je dois faire fonctionner cette société selon ces règles et que donc j'ai quelque part aussi une dette, je reconnais, une reconnaissance, si vous voulez, des règles de la société. Alors, ce qui est très important pour nous, c'est que cette définition-là peut s'appliquer à toute société. Pas que la société d'aujourd'hui sur laquelle je reviendrai, notre société au XXIe siècle, en Europe par exemple. Mais, et c'est là que c'est très intéressant, si vous lisez les travaux des anthropologues, qui sont allés étudier des sociétés, soit aujourd'hui, mais ailleurs, dans d'autres continents, ou des sociétés qui ont existé dans le passé, eh bien, on retrouve à chaque fois l'importance du lien social, l'importance de la dette. Bien entendu, ça prend des formes très différentes. Par exemple, dans une société étudiée en Mélanésie, les aérés, par un anthropologue, eh bien, il parle de dette de vie. C'est-à-dire l'idée que quand je détiens un signe monétaire qui n'est pas forcément, qui n'est pas un billet, ça peut être un coquillage, ça peut prendre des formes très différentes, mais qu'on accepte comme étant un signe monétaire qui va être utilisé dans la société, alors je reconnais que ceci correspond à une dette de vie. C'est-à-dire que ça symbolise le fait que la société est responsable de moi, de ma vie, de ma façon de fonctionner, mais qu'aussi, parce que dans ces sociétés-là, il y a aussi une cosmogonie, on a une référence à des divinités, ou en tout cas à des forces supérieures, donc c'est aussi une référence à des valeurs supérieures, qui sont bien entendu très différentes d'une société à l'autre. Sur le dollar, vous avez « In God we trust », vous avez tous vu les dollars, référence à Dieu. En Mélanésie, ça sera une référence à d'autres, soit divinités, soit des forces supérieures, en tout cas qui symbolisent des valeurs, qui symbolisent des croyances. On peut critiquer ou pas, peu importe, elles existent et elles fondent la société. Et c'est pour ça que cette théorie ou cette approche de la monnaie telle que je viens de la définir, et que définissent les anthropologues en particulier, il n'y a pas que les économistes, je vais y revenir, qui définissent ce genre d'approche, eh bien, c'est qu'elle a une sorte d'universalité, c'est-à-dire qu'elle s'applique à des sociétés non capitalistes, pré-capitalistes, capitalistes aujourd'hui, et demain, nous l'espérons, post-capitalistes. Et donc, aujourd'hui, dans notre société, c'est-à-dire par exemple en France, en Europe, au XXIe siècle, la monnaie est créée par les banques, comme vous le savez. Les crédits font les dépôts. La principale forme de monnaie, c'est la monnaie scripturale sous forme de dépôt dans les banques. D'accord ? Eh bien, les banques font des crédits, elles créent des dépôts, qui est la principale forme de monnaie dite scripturale qui circule entre les individus, au sein de la collectivité. On dit qu'on est en présence d'une monnaie de crédit, c'est-à-dire une monnaie qui a été créée à l'occasion d'opérations de crédit. Cette monnaie-là que nous utilisons représente une dette de la banque envers ses déposants, et quelque part aussi envers la société. D'accord ? C'est-à-dire que, pour ceux qui ont fait un peu de comptabilité, elle est au passif du bilan de la banque où sont enregistrées les dettes, les engagements des banques. D'accord ? Bien. La confiance est essentielle dans la manière dont fonctionne notre système monétaire. C'est-à-dire que sans confiance dans la monnaie que nous utilisons, si nous nous défions de cette monnaie, alors plus personne n'en veut, plus personne ne veut l'utiliser, donc elle sort du système. On reviendra tout à l'heure, c'est une crise monétaire dans ces cas-là qui peut exister. Dans nos sociétés, la confiance dans la monnaie est assurée très largement, dans notre analyse, par l'État ou la collectivité publique, d'une part, et par les banques centrales, d'autre part. D'accord ? Qui sont les institutions, qui sont les instances qui vont assurer, garantir. Alors, par exemple, prenons la Banque centrale. La Banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait ? Beaucoup de choses. Elle va assurer, en particulier, le fonctionnement du système de paiement. Vous utilisez en permanence des euros, vous passez de billets de banque à des paiements par des cartes de crédit, vous allez à des distributeurs automatiques, etc. Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces distributeurs ? Il y a plein de choses en fait. Il y a tout un réseau informatique, il y a tout un ensemble de règles. C'est bien sûr dans une banque, un guichet de banque, etc., ou sur le mur d'une banque que vous allez tirer vos billets. En fait, les billets, ce n'est pas la banque qui les émet, c'est la Banque centrale. La Banque centrale émet ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, qui représente 5 à 10% de la masse monétaire qui circule comme moyen de paiement.
Les 90 autres %, c'est la monnaie scripturale, qu'on utilise en payant par des chèques, des titres universels de paiement, des cartes de paiement, etc. Mais la Banque centrale, c'est elle qui va assurer l'unité du système. C'est-à-dire de faire en sorte que l'argent circule bien, sans accroche, et si jamais il y a une banque qui va mal, qui ne joue pas les règles du jeu, qui est en difficulté, elle intervient immédiatement pour qu'il n'y ait pas de crise dans le système et que le système continue de fonctionner. Si jamais il y a rupture, alors c'est la crise. Comme vous avez pu voir ce qui se passe en Grèce, où c'est panique bancaire, lorsque une banque tout d'un coup est en faillite et que les gens en panique font la queue pour vite retirer leur argent avant qu'il ne soit trop tard. Encore dans notre analyse, contrairement à l'orthodoxie, pour nous, ce qui est l'acteur le plus important, c'est l'État, ou disons la collectivité publique. Voilà vous voyez tout à l'heure pourquoi je parle de l'État ou de la collectivité publique. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons que ce qui fait que la monnaie est acceptée, qu'elle fonctionne, qu'elle est reconnue comme une dette, et qu'elle inspire confiance, c'est que derrière, il y a l'État. Alors, dans notre société, avec l'État, il y a ce qu'on appelle aussi de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire il y a des règles qui ont été écrites, qui ont été votées, qui sont acceptées par la majorité de la population, d'accord, et qui vont donner à cet État la légitimité. Donc le mot de légitimité, là, est fondamental. C'est-à-dire la reconnaissance que ces règles, notamment qui servent à faire fonctionner l'autorité de l'État, et à lui permettre de fonctionner, ces règles sont acceptées par la majorité de la population. Alors, bon, il y a des États très différents, il y a des dictatures, etc. Là, je parle de notre société actuelle. Ce qui est très important, c'est que l'État est un acteur politique, personne, je pense, le contredira, et qu'il détient la souveraineté monétaire. Donc le mot important, là, c'est la notion de souveraineté monétaire. Si vous allez en Grande-Bretagne, d'accord, la livre sterling, relève de la souveraineté de l'État britannique. Alors vous me direz, en France, ce n'est pas le cas. Oui, puisque nous avons l'euro, que l'État, que nous avons, malgré les votes négatifs que nous avons pu faire, ça continue de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que nous avons délégué notre souveraineté monétaire à l'État, à la Banque centrale. L'État, ou la collectivité publique, délègue à la Banque centrale le rôle de faire fonctionner le système bancaire. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie très claire, même si ce n'est pas le cas dans le traité de Maastricht, entre parenthèses, il y a l'État est au-dessus, il délègue à la Banque centrale le rôle de surveiller le système bancaire, de faire fonctionner le système de paiement, etc. Donc il y a bien une hiérarchie dans notre analyse, le politique surplombe, domine le monétaire et en assure le bon fonctionnement. Alors, je voudrais dire deux choses très rapidement. Dans la monnaie contemporaine, il y a deux processus qui sont importants. Processus d'abord de dématérialisation de la monnaie. Nous avons des monnaies aujourd'hui qui sont totalement détachées de l'or, comme c'était le cas au XIXe siècle, les talons or, d'accord. C'est-à-dire que la monnaie, en fait, elle est fondée très largement sur des règles, sur un consensus, sur une confiance, sur des symboles qui sont totalement dématérialisés. Ça, c'est caractéristique de la société moderne. Si vous allez chez les aérés, ou si vous allez dans d'autres sociétés, vous allez avoir des symboles métalliques, des symboles, des coquillages qui vont représenter, ou des animaux, quelquefois. Il y a une matérialisation. Chez nous, il n'y a pas de matérialisation. L'autre processus qui est le plus embêtant pour nous, et que nous critiquons beaucoup, c'est le processus de privatisation. La monnaie, tout à l'heure, vous disais-je, est un bien public. Malheureusement, dans le capitalisme contemporain, plus que jamais, nous avons eu un processus de privatisation qui se voit comment? En particulier par le fait que la monnaie est contrôlée par le système bancaire privé. Toutes les banques françaises étaient publiques, en gros en 86. On a tout privatisé, donc il y a une privatisation de la création monétaire, ce qui est un drame. Pourquoi? Parce que se sont arrogés les banques le pouvoir de création monétaire qu'elles ont, d'accord, pour spéculer, pour faire de la prédation, pour profiter d'une rente, etc., etc., ce qu'évidemment nous contestons formellement. La monnaie est une institution politique et sociale. Quand il y a une vraie crise monétaire importante, ça fait une défiance, les gens ne veulent plus accepter la monnaie, ou les gens ne croient plus dans la monnaie telle qu'elle fonctionne, une crise politique et sociale. Et nous sommes dans cette crise politique et sociale, c'est là-dessus que je terminerai, pour l'euro. C'est-à-dire aujourd'hui, avec cette grille d'analyse, nous pouvons expliquer très bien la crise de l'euro. Et d'ailleurs, nous l'avons fait, cette crise, bien avant la crise de 2008-2009. C'est pas de la crise actuelle à accentuer le problème, mais nous disons depuis le début
que l'euro finirait par se heurter à ses insuffisances. Pourquoi, je termine là-dessus, pourquoi l'euro est en crise, et nous le disons depuis le début, cette crise était inévitable. Alors on ne prévoyait pas exactement les formes qu'elle allait prendre, évidemment, mais parce que c'est une monnaie, alors on emploie le mot souvent, l'expression, c'est une monnaie incomplète. Ce n'est pas une vraie monnaie. C'est-à-dire que ceux qui ont conçu l'euro ont une théorie de la monnaie qui est fausse et qui est incomplète. Ils n'y voient qu'un instrument économique et financier. On a fait l'euro pour construire le marché unique des marchandises, des services, etc. Et on n'a pas vu que c'était une institution, on n'a pas voulu voir, c'est une institution sociale, politique. Du coup, je termine là-dessus, la crise actuelle de l'euro, qui est engagée depuis sa création d'une certaine manière, son incomplétude existe depuis le début, elle est liée à un triple déficit. Triple déficit, et si on ne le comble pas, l'euro finira par s'écrouler et imploser, nécessairement, pour nous. Un déficit politique. Il n'y a pas de véritable constitution européenne, il n'y a pas d'unité politique à l'échelle européenne. Bon. Deuxièmement, un déficit démocratique, les deux sont liés d'ailleurs, c'est-à-dire que, regardez la Banque centrale comme elle fonctionne, c'est un groupe de technocrates indépendants, totalement indépendants des élus, qui n'ont pas véritablement de compte à rendre, qui ne sont pas sous le contrôle de la société. Ça, c'est une illustration criante de ce manque de démocratie. Troisièmement, il y a un déficit éthique. C'est-à-dire que les valeurs européennes ne sont pas clairement définies, notamment les valeurs sociales sont absentes de la construction monétaire européenne. Or, on a vu que c'était une institution sociale, la monnaie. D'accord? Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec Amandine, on va en parler. Nous nous battons et nous voulons, et nous pensons que des banques qui se battent avec des valeurs différentes, qui promeuvent des valeurs différentes, sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement du système. S'il n'y a pas ce type de banque qui fonctionne avec des valeurs autres que les banques capitalistes privées actuellement, alors on va aller de crise en crise, inévitablement, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit depuis... C'est clair qu'aujourd'hui, l'État est le représentant de la classe dominante. On est absolument d'accord. Lisez par exemple le livre noir des banques que nous avons produit cette année. Vous voyez les choses, on le montre, et avec des faits à l'appui, avec des bons. Il n'y a aucune ambiguïté dans notre analyse là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste, plus capitaliste encore, si je puis dire, qu'hier, avec le capitalisme financiarisé. Bon. Et la question, c'est la transition pour la sortie de ce capitalisme. Nous ne croyons pas au grand soir. C'est-à-dire que tout d'un coup, les travailleurs vont arriver et ça y est, on change tout du jour au lendemain. Non, hélas, ou peut-être c'est un bien, je ne juge pas, ce n'est pas l'analyse que nous faisons. Nous pensons qu'il y a une transition. Et que la question, c'est comment on organise la transition. Quels sont les éléments de rupture que l'on veut créer? Vous savez qu'on ne réussira pas une prise du pouvoir pour remettre une société au service de la... Pardon, les banques au service de la société sans un contrôle des banques. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire la nationalisation, pas nécessairement. Des banques coopératives, des vraies banques coopératives, par exemple, pas des banques coopératives comme le Crédit Agricole. Il y a un statut, mais qui a une pratique de banque capitaliste. Mais les banques coopératives peuvent être un élément de contrôle social sur la monnaie et sur la valeur. Comment y arriver? Par exemple, nous disons que le système capitaliste va de crise en crise. Les banques sont sans arrêt secourues par la Banque centrale et par l'État. Nous disons qu'à cette occasion, plutôt que de renflouer les banques et de les privatiser, comme ça se fait partout, ou de leur prêter de l'argent sans aucune contrepartie, c'est qu'à partir du moment où les banques sont en difficulté, profitons de l'occasion pour les contrôler, c'est-à-dire pour prendre le contrôle de leur capital et pour instaurer un contrôle. Mais le contrôle, et c'est là que l'expérience des nationalisations des banques a été un échec relatif en France, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça n'a pas apporté la démocratie et le contrôle social que nous espérons, donc c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment ces banques doivent être gouvernées, comment elles doivent être gérées. La proposition que nous faisons, c'est que nous disons qu'il faut que dans les instances de direction des banques, il y ait des représentants du détenteur du capital. S'il y a une nationalisation, c'est l'État, ou une collectivité publique, si c'est une banque locale par exemple, collectivité locale, des usagers, des salariés par exemple, et de la société, par exemple, pour défendre des questions écologiques. Bon. Et donc, les banques nationalisées ont été un échec parce que il n'y avait pas de démocratie. C'était l'État capitaliste, ou défendant essentiellement la logique capitaliste, qui en était le propriétaire, donc qui n'a pas amené le Crédit Lyonnais, pour prendre cet exemple. La catastrophe du Crédit Lyonnais s'explique comme ça. Entre autres, c'est que c'était une banque nationalisée, mais en fait un comportement capitaliste.
Donc je suis à la nef depuis une douzaine d'années et donc je suis rentrée en tant que chargée de crédit, m'occuper du financement des entreprises sociales et ensuite des engagements, donc la direction des engagements régionaux et puis donc, depuis 4 ans je m'occupe des relations institutionnelles et en particulier donc, avec l'économie sociale et solidaire. Et du coup, je participe donc à la coordination du collectif Transition citoyenne dont ADAC fait partie. Et puis donc, je suis notamment administratrice d'Enercop, qui est une des entreprises un peu emblématiques de la transition écologique. Alors, pour vous dire juste déjà le lien entre les problématiques dont on a parlé et ce que fait la nef, dans ses fondements, la nef est depuis 1988 est une société anonyme à capital variable sous forme coopérative. Et donc le lien, justement, le lien, c'est la fraternité et c'est la question de la place de l'argent dans la société. Donc, dès la fin des années 70, donc, la nef a été créée donc, par 2 fondateurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question de la place de l'argent et de l'argent créateur de liens. Donc la devise de la nef qui est écrite sur nos chéquiers, c'est pour que l'argent relie les hommes. Donc c'est bien, donc cette question-là, elle est centrale. On travaille plutôt sur le rôle de l'argent de don, de l'argent de prêt et de l'argent de capital, puisqu'on intervient donc, sur ces 3 rôles-là, de donner, de prêter et d'investir. Mais c'est poser la question donc, de tous les moyens de réappropriation par les citoyens, par chacun, de cette question de l'argent. Et c'est vraiment donc, le cœur de l'activité de la nef, c'est donner à tout un chacun les moyens d'être un acteur de la transformation sociale, donc de la construction de la société que l'on souhaite pour demain. Et donc cette réappropriation, pour nous, elle passe en premier lieu par la transparence. Parce que pour être épargnant, responsable, pour savoir si on a envie que son argent serve à telle ou telle activité, il faut déjà avoir l'information. Et c'est ce qui caractérise donc, les banques éthiques. Après, il y a plein de choses autour des circuits courts de financement. Autour aussi de l'animation du lien, parce que donc il y a la transparence, mais il y a toute la notion de coopérative et de à peu près entre 100 et 150 sociétaires bénévoles actifs à la nef qui participent à rencontrer les porteurs de projets, les suivre ensuite, mais qui sont vraiment l'ancrage territorial de la nef. Donc on a entre 45 groupes locaux de sociétaires et c'est vraiment, c'est toute la richesse de la nef. Donc c'est pas que salariés, c'est salariés et bénévoles. Par exemple, à la nef, on a 5 salariés sur 70. On a 70 salariés qui s'occupent de l'animation de cette vie coopérative. C'est juste pour montrer, leur rôle, c'est vraiment celui-là. C'est animer le lien. D'abord, expliquer un peu comment les banques éthiques fonctionnent, et en particulier la nef, puisque c'est celle que je connais le mieux. La nef fait partie du mouvement des banques éthiques. Donc, quand elle s'est créée, d'abord sous forme associative, fin des années 70, et puis jusqu'en 88. Donc, elle est restée sous forme associative. Elle est allée voir ce qui existait déjà. Et donc, il existait déjà une banque en Allemagne qui s'appelle la GLS et Triodos, une banque hollandaise
qui depuis a beaucoup grandi et qui est présente dans tous les pays européens. Et qui vient d'arriver en France, mais pour le moment, pour octroyer des financements. Donc, ces banques éthiques, donc, je le disais, leur fondement, c'est la transparence. Elles ont, donc, il y en a beaucoup qui ont, comme la nef, pour racine donc, de ces réflexions sur la fraternité dans l'économie. Elles sont issues donc, de la pensée de Rudolf Steiner et de l'anthroposophie. C'est une des racines de ces banques éthiques. Une autre racine, c'est la coopération, donc c'est le mouvement coopératif. Une autre, c'est la pensée écologique donc tout ce qui aujourd'hui a trait à la transition. Donc il y a plein de racines différentes. Il y a l'éducation populaire, etc. Donc voilà, qui aujourd'hui font qui fondent les banques éthiques qui fonctionnent de manière différente. Par exemple, Banca Etica, qui est plus grande que la nef, mais plus récente, qui est très liée donc, au mouvement coopératif, aux mutuelles autogérées, qui s'est créé déjà sur un tissu de mutuelles autogérées qui se sont donc, rassemblées pour créer Banca Etica. Banca Etica qui maintenant est présente en Espagne aussi à travers une coopérative qui s'appelle Fiare. Et donc voilà, il y a différents modèles. Donc Triodos, c'est plus de 500 salariés, près de 500 000 clients. Donc c'est plus de 5 milliards d'euros de bilan bancaire. La nef à côté, c'est 400 millions d'euros de collecte, donc de bilan. Donc, je disais 70 salariés et un agrément qui dépend du régulateur français. Donc, on n'a pas beaucoup parlé là jusqu'à présent de la question de la régulation, mais c'est quand même une question aussi importante pour nos activités. Donc, il y a la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui encadre donc toute l'activité bancaire, et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc qui sont nos deux régulateurs et qui donc on doit disposer d'agréments pour tout ce qu'on fait. Et donc la nef qui a été créée dans l'idée d'être banque donc, dès le départ, avait un agrément de société financière, ce qui n'existe plus donc, depuis Bâle 3, mais qui nous a encadrés donc, depuis toujours sur donc, la capacité à gérer de l'épargne bloquée à plus de 2 ans et donc faire des crédits moyen terme. Celui qu'on a obtenu en avril 2015, c'est la possibilité de distribuer des livrets et distribuer des comptes à vue professionnels sans moyen de paiement. Donc ça, c'est notre étape actuelle, et notre ensuite perspective, c'est de créer, donc d'avoir un agrément pour des comptes à vue pour les particuliers et les moyens de paiement. Et donc, là, on pense que si on réussit cette étape d'avril 2016, donc, il ne devrait pas y avoir de difficultés sur l'agrément, en tout cas, de pouvoir donc, déployer tous les services bancaires. Le contexte français, il faut savoir qu'il est bien plus difficile pour la plupart des autres pays européens, que c'est aussi pour ça que la nef n'a pas accédé au statut de banque, alors qu'elle est bien plus grosse et solide et que d'autres petites banques éthiques européennes. Partenariat nef, crédit coopératif. Donc aujourd'hui, un compte courant encore cette année,
il faut aller dans une agence crédit coopérative pour avoir un compte NEF. Le problème, c'est que, vu nos relations aujourd'hui, qui sont complexes parce qu'on a des désirs d'autonomie, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur le site internet du crédit coopératif, les produits d'épargne de la NEF, vous les trouvez pas. Enfin, il faut aller dans offre en partenariat tout en et vous trouvez la NEF, et quand vous allez dans une agence, souvent on vous dit oh non mais ouvrez plutôt, je sais pas quoi, un livret caisse solidaire, mais la nef on sait pas trop, et donc il y a souvent, nous on est obligé d'envoyer les personnes ouvrir un compte au crédit coopératif, et on n'est pas sûr qu'à la fin elles aient un compte crédit coopératif. Souvent elles ont un chéquier gris crédit coop, et elles se rendent compte que finalement c'est pas la nef. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Soit on peut aller directement avec BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, mais ils ont des exigences de report. Ils seront peut-être moins dans la confusion politique, puisqu'on ne sera du coup pas directement concurrent. Là, aujourd'hui, la communication du crédit coopératif, c'est tout ce que la NEF a produit de type d'où va l'argent, d'où vient l'argent, où va l'argent, maintenant c'est les mêmes schémas, la transparence, la dernière campagne c'était l'économie fraternelle. Alors là on se dit mais incroyable, dans les gares TGV, l'économie fraternelle, et là maintenant le dernier truc en septembre c'est la transition citoyenne, et donc finalement la conférence Crédit Coop, c'est transition citoyenne avec Enercoop, énergie partagée, tous les trucs que la NEF a participé à créer. Le Crédit Coop ne nous dit pas, ne nous fait pas un reporting de ce qu'il finance avec, ça va dans ses comptes. Et depuis 3 ans, on a fait le choix d'ouvrir aussi des comptes à terme à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc il y a cette régulation, mais qui a une exigence qui est aussi d'avoir une banque établissement central qui nous parraine, qui est garant de notre solvabilité et de notre liquidité. C'est comme ça que fonctionne tout le marché, tout le secteur bancaire, et aujourd'hui il n'y a que donc 5 établissements qui sont habilités donc, à parrainer d'autres, qui sont les 5 banques de place, BPCE, Société Générale, Crédit Mutuel, BNP Paribas. On n'a pas tellement le choix pour la NEF, on n'a pas le choix de fonctionner de manière autonome. Et donc aujourd'hui, on dépend de notre partenaire, qui est de notre partenariat avec le Crédit Coopératif. Et on est dans cette tension aujourd'hui, qui est que jusqu'à présent, les comptes courants et les livrets étaient distribués par le Crédit Coopératif, et on avait un droit de tirage sur les sommes qui étaient déposées sur les comptes. On n'est pas dans un secteur, on n'est pas dans un univers d'activité où on peut fonctionner de manière autonome. Donc, on prête à des entreprises et des associations qui sont respectueuses de l'homme et de l'environnement, pour que ce soit plus facile de rapporter à nos sociétaires. Du coup, on trouve la description de tous les projets qu'on finance, du montant, des coordonnées des gens. Mais du coup, on les classe en 3 catégories qui sont le secteur écologie, secteur social et secteur culturel. Et nos épargnants, quand ils déposent de l'argent, ils choisissent d'orienter leur épargne. Et on regarde chaque année, du coup, entre les choix des épargnants et ce que la NEF a financé. Et c'est à peu près équivalent, mais il y a une forte dominante écologie et sociale, et le secteur culturel c'est une petite partie. Après il y a la question aussi, donc ça c'est l'encadrement, mais il y a la question du modèle économique. Comment on fait fonctionner une banque avec tous ces paradoxes qui sont que, par exemple, tous les projets qu'on finance dans l'économie sociale et solidaire, pour eux, une banque solidaire, c'est une banque qui leur prête à taux zéro, ou qui leur prête donc avec un taux d'intérêt préférentiel ou très bas.
Et la question c'est et donc comment ça fonctionne tout ça, parce que quand on est épargnant, soit on est quand même content d'avoir des avantages fiscaux, soit, donc c'est pour tout petit scène de la finance solidaire, qui fonctionne aussi avec des avantages fiscaux. Et il y a la question de quand même, on a envie d'avoir un taux d'intérêt. Donc on sait que les épargnants à la nef ont plutôt, recherchent un taux d'intérêt modéré par rapport aux clients classiques. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une attente de taux d'intérêt de l'épargne, même si dans nos produits, on propose soit de partager ses intérêts avec une association, soit de diminuer volontairement son taux d'intérêt pour qu'on puisse donc créer des enveloppes qui nous permettent de prêter à taux moindre à des activités qui le nécessitent. On réfléchit avec les banques éthiques européennes pour du coup pouvoir faire des placements entre nous, mais c'est pas, mais tout ça évidemment est en euros. Complémentaire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que banque et quels sont nos liens? On n'a pas des liens, on n'a pas une offre aujourd'hui de services dédiés aux monnaies. Le fait est qu'on regarde toute la diversité des monnaies locales en France aujourd'hui. Il y a des modèles très différents, donc il y en a qui se concentrent sur du B2B, donc par exemple en Ile-de-France, il y a une monnaie qui s'appelle Simba qui sert de monnaie d'échange entre entreprises ou associations sociales. Il y a des monnaies comme la dernière, par exemple, qui est l'Eusko, qui est la monnaie basque qui a démarré très fort, qui aujourd'hui est celle qui a le plus de flux et le plus de commerçants adhérents. Et qui se réfléchit à passer avec de la monnaie électronique pour certains flux. Chacun a des besoins différents. Il y a toujours cette question du système d'information. Il y a la question, donc pour nous qui voulons accompagner ça, c'est comment leur faire changer d'échelle tout en restant local, mais peut-être en atteignant des seuils critiques, parce qu'une des limites aujourd'hui, c'est quand même que c'est rien du tout les monnaies locales en France par rapport à ce que ça peut être au Brésil, ou ce que ça peut être dans certains exemples en Suisse ou à Bristol, ou etc., où là ça a un vrai impact au niveau local. Il y a la question du lien avec les collectivités. Il y a la question donc au niveau local du seuil critique d'atteindre suffisamment de commerçants pour intéresser les usagers. Et puis la question aussi encore du modèle économique, parce qu'on voit que les monnaies locales, souvent quand elles se créent, elles dépendent de subventions. Donc moi je le vois, moi je suis à Montreuil, donc on a la pêche, donc effectivement une subvention, mais du coup quelle est sa pérennité, et donc comment on fait une monnaie locale pérenne dans ce modèle-là. Il y a donc la question du modèle économique, c'est-à-dire à quel moment il y a une rémunération pour financer l'animation de tout ça. Ou est-ce que, alors il n'y en a pas besoin, mais en général on voit qu'il y a plutôt besoin, et donc du coup c'est là où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on produit de l'argent, de la richesse en animant une monnaie locale, c'est dans la reconversion pour les commerçants du coup qui auraient besoin de revenir à l'euro. Voilà, donc c'est comment en tout cas, nous, notre posture, c'est plutôt de regarder ça et de voir comment on peut accompagner pour que, quelles que soient les limites,
c'est déjà comment que ça existe, que ça se développe, et dans la diversité, il n'y a pas un modèle que nous, on va prôner ou pas. Ça dépend vraiment des contextes locaux, mais la question c'est aujourd'hui comment on arrive à ce que ça existe vraiment. La plupart des monnaies locales ouvrent un compte net au crédit coopératif, elles ouvrent un livret et elles déposent l'argent de compensation là, sur un livret net. 10 euros. Bien sûr, en euros. Non, mais et donc on parlait des cas, donc de la réglementation, évidemment. Donc, là, aujourd'hui, les monnaies, elles sont convertibles en euros, On a voulu aussi montrer qu'il y avait des initiatives citoyennes qui permettaient de lutter contre l'évolution même de cet usage marchand de la monnaie. Souvent, les critiques qu'on entend lorsqu'on intervient pour attaque, vous avez beaucoup de constats sur ce qui se passe, mais que faire? Est-ce qu'il y a des initiatives? Quelle stratégie pour essayer de sortir? Et donc, moi, je vais parler des monnaies sociales et plus particulièrement des monnaies locales complémentaires pour essayer de montrer l'apport de ces monnaies sociales dans notre façon de militer et en vue de proposer un autre monde, puisque c'est aussi l'objectif d'Attaque et du mouvement social, c'est d'essayer d'apporter des éléments qui permettent de structurer une société différente. Donc, avant de commencer, moi j'ai fait mes travaux et ma thèse sur le microcrédit, donc en longue période, au prêt sur gage. Je vais revenir, parce que c'est important pour comprendre pourquoi des citoyens et des communautés ou des collectivités sont poussés vers la création de monnaie alternative. Je vais revenir très rapidement, donc je ne vais pas m'étaler et faire un cours d'histoire ou d'histoire économique, mais il faut quand même revenir sur la structuration de l'ensemble des sociétés. L'ensemble des sociétés européennes sont structurées en 3 sphères. Vous avez une sphère d'économie matérielle, c'est l'économie domestique. Donc c'est l'échange, ça peut être du don ou du contre-don, qui reste au sein d'une petite structure. C'est ce qui se passait, Brodel parle d'économie matérielle, c'est je fais mon jardin au Moyen-Âge, je me nourris de ce jardin, mon voisin a une difficulté à un temps T, je vais lui donner, puis il me donnera un peu plus tard. Ensuite, vous avez une deuxième échelle, au-dessus, c'est l'échelle du marché. Donc l'échelle du marché, c'était au Moyen-Âge, mais maintenant on l'a de façon dématérialisée, la foire ou le marché de village, où des petits producteurs, des artisans, venaient vendre. Donc là, on n'est plus dans une économie matérielle, venaient vendre une production. Et il y avait un intermédiaire qui achetait par l'outil, l'intermédiaire, l'outil monnaie. Et ensuite, vous avez une troisième strate, qui était, à l'époque du Moyen-Âge, on l'a retrouvée dans le nord de l'Italie, un peu plus tard, lors de la Renaissance, on le retrouvait dans le nord de l'Europe, c'est le système capitaliste. Donc on a ces 3 sphères-là. Et progressivement, la sphère capitaliste va s'imposer à l'ensemble des sphères, que progressivement l'échange a évolué. On est passé d'un échange qui était non marchand, certaines parties, voire non monétaire, à un échange qui progressivement va devenir marchand. Donc on a ces 3 sphères qui existent encore dans nos sociétés. Elles sont un peu différentes. Donc on a la sphère marchande, classique, je vais acheter ma voiture, je vais acheter mon repas, etc., qui passe par une validation, et cette validation est réalisée par le marché. C'est le concessionnaire automobile, il y a un prix. Et la validation, si j'ai produit, je dois trouver une validation. C'est pas parce que j'ai produit que je suis riche, que il faut attendre la vente. Et ça, les économistes libéraux ou tous les économistes favorables de la politique de l'offre n'ont pas encore compris que c'est bien beau de produire, mais s'il n'y a pas de validation par le marché, vous pourrez produire tout ce que vous voulez, le système ne fonctionnera pas. Il y a la deuxième sphère, qui est la sphère non marchande. C'est une sphère par validation sociale. Et c'est là que les monnaies locales complémentaires, les monnaies sociales, s'intègrent. Elles s'intègrent aussi dans la sphère marchande, attention. Mais cette sphère non marchande, c'est un échange et un service par validation sociale. L'exemple classique, on peut le prendre, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un prix qui s'établit, vous n'allez pas sur un marché. Non, la collectivité a décidé, la souveraineté, qu'il fallait mettre en place une éducation publique qui est financée par nos impôts. Donc là, on est encore dans la sphère dans une forme de sphère monétaire. Et ensuite, vous avez la dernière sphère, qui existe toujours, malgré le système capitaliste, c'est la sphère non marchande, c'est le don et la réciprocité.
Donc là, ça existe toujours. Moi, souvent, l'exemple que je donne quand j'interviens pour Attac ou Attac Campus, je leur dis, bon, mais voilà, soit j'interviens en tant qu'universitaire, je suis payé, vous avez validé, en fait, par les impôts, mon intervention. Donc là, je suis dans la sphère marchande, mais non monétaire, puisque je ne vous fais pas payer mon intervention. Par contre, ici, aujourd'hui, je n'interviens pas comme universitaire, j'interviens comme militant. Alors, en gros, je suis plus ou moins dans cette sphère non marchande, je fais un don à Attac qui me le rendra bien, puisque peut-être que Dominique m'offrira une bière tout à l'heure, et puis voilà, tout le monde, hein, on est dans ce système de don contre eux. Et c'est important de bien comprendre cette structuration de la société, parce que la monnaie et la compréhension de la monnaie, elle s'intègre aussi dans ces structures-là. Donc tout ce qui n'est pas marchand est aussi de la richesse. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est en ça que les monnaies sociales, les SEL notamment, ont montré. Donc, je ne reviens pas sur la monnaie, mais ce qui est important, Dominique en a parlé, et les monnaies locales s'intègrent véritablement là-dedans, c'est l'idée que la monnaie est un lien social. Vous avez Servet, qui est un économiste qui travaille en Suisse, c'est un économiste très très connu, et aussi Jérôme Blanc à Lyon, pour ne prendre que ces deux exemples, ont montré que la monnaie était un lien entre les agents. Et moi, mes travaux sur l'exclusion sociale, l'exclusion bancaire et l'exclusion sociale, on voit véritablement ça. Un individu qui n'a pas de compte bancaire ou qui est mal intégré dans une relation bancaire est un individu qui est exclu. Depuis les années 70, tout salaire est versé sur un compte bancaire, et toutes prestations sociales sont versées sur un compte bancaire. Donc on s'aperçoit l'importance de la monnaie et de l'intermédiaire bancaire qu'Amandine présentera après. Et donc repenser, réapproprier de façon citoyenne, c'est aussi créer des monnaies complémentaires, mais c'est aussi, et il me semble, redéfinir et repenser la banque et les relations entre des populations qui ont énormément de difficultés et la banque. Donc les monnaies sociales et les monnaies locales complémentaires s'intègrent dans cette idée que la monnaie est une dette, qu'on veuille ou non, tout type de monnaie est une dette, il y a de la monnaie dans toutes les sociétés, mais cette dette-là crée du lien social. Et donc cet élément est extrêmement important, et il faut vraiment le garder en tête, et c'est ça qui structure la volonté citoyenne et les initiatives des monnaies sociales, c'est de montrer que lorsqu'on crée une monnaie sociale complémentaire, on a, je vais y revenir après, on a des objectifs sociaux, on a des objectifs économiques, mais on veut recréer du lien social qui tend à disparaître avec la marchandisation de nos sociétés et maintenant la financiarisation de nos sociétés. La monnaie, donc comme je l'ai montré et l'a montré Dominique, est un bien collectif, mais qui est contrôlé à l'heure actuelle. La monnaie, je parle de monnaie de l'euro, hein, les monnaie contrôlée par un organisme qui est complètement indépendant du pouvoir politique, c'est la Banque centrale. Cette monnaie est gérée par des banques et des banquiers, donc par un système privé, qui a pas pour objectif le bien-être collectif. Ça se saurait que les banques classiques avaient pour objectif un objectif social. Et ces éléments, progressivement, financiarisent les relations. Donc c'est en ça que les monnaies sociales et les monnaies locales vont apparaître. Essayer de détourner, de créer de nouvelles relations, des échanges, de nouveaux types d'échanges, soit dans la sphère marchande, soit dans la sphère non marchande, mais des nouveaux types d'échanges en vue de sortir de cette logique d'accumulation et de marchandisation. C'est tout l'objectif et le rôle des monnaies sociales. Donc les monnaies sociales peuvent être considérées comme véritablement une forme d'alternative ou d'initiative. Donc les monnaies sociales ont pour objectif de créer parallèlement une forme d'alternative et de montrer que différents types d'échanges, autres échanges et autres organisations de l'économie et de la société sont possibles. Donc les monnaies sociales, l'idée principale, c'est de dire que la monnaie n'est pas un simple intermédiaire des échanges. C'est l'erreur initiale de l'euro. On a créé une monnaie, je ne sais pas si Dominique me contredira, mais on a créé une monnaie capitaliste en tant que telle. Donc l'euro a été créé, a été fondé, organisé autour de l'idée que la monnaie est un simple intermédiaire des échanges. On n'a pas mis derrière l'importance sociale et des relations sociales de la souveraineté de la monnaie. Donc l'objectif des monnaies sociales, c'est de montrer que, oui,
la monnaie, elle va annuler une dette de temps ou une autre type de dette, mais elle va beaucoup plus loin. Elle va permettre à des individus de créer une communauté, un groupe, et de mettre en place des éléments qui vont aller vers d'autres formes d'échange. Donc l'idée, c'est véritablement d'affirmer le rôle social de la monnaie. Pour ceux que ça intéresse, il y a un petit livre qui a été édité en 2005 par Viviana Zelizer, c'est une américaine, c'est la signification sociale de l'argent. Vous verrez, vraiment, elle présente vraiment très bien en quoi la monnaie a un poids social extrêmement important et n'est pas qu'un simple intermédiaire. L'idée de ces monnaies sociales, aussi, chose qu'on n'a plus dans la gestion de l'euro, c'est de gérer collectivement l'instrument. Donc on redonne une forme de souveraineté. Alors elle n'est pas, c'est pas une souveraineté populaire nationale, mais c'est une souveraineté du groupe. On va gérer collectivement à travers une association, dans la plupart des cas, on va gérer cet instrument de façon démocratique. Et donc c'est une des voies aussi portée par le mouvement social, portée par Attac et d'autres amis, l'idée que la monnaie étant l'institution sociale qui structure l'ensemble des sociétés, elle doit être gérée non pas par des banquiers, des technocrates, des gens de Rothschild, ou autrement, parce que je pensais à Macron à l'instant, mais elle doit être gérée par l'ensemble des citoyens et l'ensemble des, je ne sais pas si le terme est bon, mais des utilisateurs de cette monnaie. Et les monnaies sociales, c'est véritablement. Deuxième élément des monnaies locales et des monnaies sociales, c'est l'idée de multiplier les échanges entre une communauté constituée. Donc souvent, le sel, mais aussi les monnaies locales, on reste dans une sphère géographique très particulière. C'est l'idée, donc, dans des sphères géographiques, de multiplier les échanges et de faire en sorte, surtout, et ça c'est le point important des monnaies locales et des monnaies sociales, de faire en sorte que cette monnaie n'est pas accumulable. Et déjà, moi, dans mes travaux sur les moines franciscains qui réfléchissaient sur la monnaie, ils expliquaient au XIVe siècle, au XVe siècle, que la monnaie ne devait pas être thésaurisée et elle devait circuler énormément. Dès lors qu'une personne récupérait de l'argent, il devenait inefficace et inutile dans la société. Et il fallait faire circuler la monnaie. Et l'idée des monnaies locales complémentaires, certaines, je ne sais pas toutes, je ne veux pas dire de bêtises, beaucoup sont fondantes, donc perdent de la valeur, mais l'idée c'est que ces monnaies circulent, qu'elles ne restent pas, qu'elles ne soient pas accumulées. Et même dans les sels, tous les ans, on annule la comptabilité et on repart à zéro. Donc on ne peut pas accumuler du temps. Et ça, c'est important. Il ne peut pas y avoir un... L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de passagers clandestins qui récupèrent, qui amassent. Donc on est vraiment dans des logiques totalement différentes. On a aussi, dans ces projets, une visée politique et ou, donc là, ça dépend, et ou émancipatrice. Et le dernier point de ces monnaies sociales, c'est de réaffirmer la pluralité des monnaies. La pluralité de l'usage et la pluralité des monnaies. Et tout le combat est là, entre la monnaie locale de Libourne, excusez-moi, j'en suis beaucoup dans le sud-ouest, mais de Libourne qui est à côté de Bordeaux, et la monnaie locale toulousaine ou autre, on a des organisations, des associations totalement différentes. La logique est la même, globalement la logique est la même, mais les structures, donc il y a un réseau, il y a une charte à respecter, mais ensuite c'est localement, hein, les gens qui s'intègrent dans cette relation-là organisent leur réseau tel qu'ils le souhaitent, et donc on a différents types d'organisations. Donc sur la monnaie complémentaire, c'est une monnaie sociale en tant que telle. Ce n'est pas une monnaie, on ne peut pas la qualifier véritablement de monnaie alternative. C'est une monnaie complémentaire. C'est-à-dire qu'une monnaie, une unité de monnaie, alors elle a plein de noms, et souvent il y a aussi, à travers le nom, et c'est là l'importance de la monnaie, c'est presque comme votre pièce d'euro, l'importance de la symbolique. Souvent on utilise un terme qui se rapproche très souvent à la région. Donc on a aussi, à travers la monnaie, le nom qu'on lui donne, l'idée qu'on s'intègre dans un territoire. Donc on a une monnaie complémentaire, donc une unité de cette monnaie locale vaut 1 euro. Donc il existe donc dans les sphères territoriales qui mettent en place les monnaies complémentaires, des banques où vous allez, souvent c'est des commerçants, vous allez échanger votre euro contre l'équivalent de votre monnaie complémentaire. Donc c'est une monnaie qui coexiste avec l'euro et avec les monnaies.
Et l'idée, c'est de construire à travers cela d'autres modes de vie, d'échange et de solidarité, puisque la monnaie, on a très bien compris que la monnaie locale complémentaire, lorsque je suis, moi, consomme acteur, dans ce cadre-là, j'ai mon billet, souvent c'est en forme de billet, je ne peux pas la retransformer dans tous les cas, je ne peux pas retransformer cette monnaie en euros. C'est-à-dire que je dois l'utiliser, et cette monnaie complémentaire-là va passer dans un réseau de producteurs ou d'échangeurs qui s'intègrent avec toute une charte. Très souvent, les artisans qui s'intègrent, je sais dans certaines villes, il y a des coiffeurs qui peuvent prendre en compte qui utilisent les monnaies locales. Souvent beaucoup boulangers, d'épiciers. Et donc, l'idée, c'est de aussi fournir à la collectivité des produits locaux, des produits qui respectent bien évidemment l'environnement. C'est s'intégrer donc dans une relation territoriale et faire en sorte de faire vivre les producteurs locaux et les acteurs locaux. Donc, l'idée, c'est vraiment ce choix de proximité et cette volonté d'agir en commun. On a différentes vocations dans les monnaies locales complémentaires, les structures qui vont gérer les monnaies locales, soit soutenir le développement local, soit développer le lien social, souvent les trois éléments que je vais donner sont complémentaires, et valoriser un certain nombre de richesses, comme des engagements collectifs, des démarches de solidarité. C'est le cadre du Quel apport pour nous, parce que c'est ça aussi qui est important pour nous, militants du mouvement social. Vraiment, la monnaie locale, et les monnaies locales, les monnaies sociales, les monnaies locales complémentaires sont des outils, il me semble, extrêmement pédagogiques. Moi, je pense que si j'avais un cours de monnaie à faire devant des étudiants, je ferais en sorte de créer une monnaie locale dans ma classe, puisqu'on apprend tout là derrière. Comment fonctionnent les échanges? À quoi sert une monnaie? Est-ce qu'une monnaie, c'est juste l'instrument de la financiarisation de la spéculation, ou est-ce que la monnaie n'est pas un lien de solidarité et un lien entre une communauté? Donc c'est un outil pédagogique magnifique, et surtout, je pense, pour les personnes qui s'intègrent dans ces initiatives-là, un lieu de vie et de débat extrêmement intéressant. Et ça, pour nous c'est un élément extrêmement important, et aussi de montrer que c'est pas une utopie vague des années 60, non, on est capable de le faire, et ce sont des structures qui fonctionnent très bien. Deuxième apport, c'est l'idée qu'on peut reprendre, vraiment réapproprier la monnaie de façon citoyenne, montrer que l'usage de la monnaie ne sert pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à acheter des produits financiers ou à prévenir. Le troisième point, offrir, donc ces monnaies-là peuvent participer. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation. Et là, on peut avoir le débat, et on doit avoir le débat. Peuvent participer à la transition écologique. L'importance du projet éthique. C'est ça aussi qui guide les acteurs de ces monnaies locales, ces monnaies sociales. Hein, c'est ce projet éthique, se dire que voilà, nos vies valent plus que leurs profits. En gros, ça pourrait être un des éléments qui traduit très bien ces projets-là. Et de montrer qu'il y a d'autres types d'échanges qui sont possibles. Et je termine, promis, sur des limites. Donc, je vais énoncer quelques limites qui me semblent, voilà, mais doit aussi débattre. La monnaie locale complémentaire, dans monnaie locale complémentaire, on a local. Donc on a une monnaie communautaire et on a une multiplication de monnaies dans différents territoires, mais est-ce que véritablement et donc on a une monnaie du circuit court, est-ce qu'à partir de cette monnaie-là, on peut avoir un impact systémique, un impact de système sur l'organisation même du capitalisme et de l'accumulation? Donc ça, c'est un débat à avoir, sans jeter le projet de monnaie locale, mais est-ce que, potentiellement, au-delà de la relation territoriale, ces monnaies permettent globalement de proposer d'autres types de sociétés et de sortir, pour ceux qui le souhaitent, sortir du capitalisme, ou le réorienter? Je pense qu'on ne peut pas le réorienter. Donc est-ce qu'avec cet élément, on peut dépasser le capitalisme? Personnellement, j'en doute. Le risque qu'il peut avoir, mais là aussi le débat est ouvert, attention, c'est que cette monnaie peut potentiellement être une monnaie de la marge.
Donc là aussi, il faut réfléchir à nos façons de faire, c'est-à-dire une monnaie qui va rester, qui va permettre à certaines communautés, parce qu'il faut aussi s'intégrer dans ces communautés-là. Donc il y a aussi un pas individuel qui n'est pas toujours facile à faire. Il y a aussi toute cette importance d'éducation populaire. C'est le rôle d'Attaque et le rôle aussi des gens qui portent ces monnaies locales complémentaires. Donc c'est voilà, la question, est-ce que cette monnaie va rester à la marge du système, ou est-ce qu'on peut entraîner, l'adosser à un système institutionnel et prévoir, organiser une dynamique de transformation? C'était plus ou moins l'idée de Syriza, lorsque, pendant un temps, enfin Syriza, sur la fin, on a parlé de monnaie complémentaire, qui n'a rien à voir avec les monnaies locales complémentaires, même si dans la philosophie, on trouve à peu près le même adossement. Mais voilà, l'idée, c'est est-ce que ces monnaies locales complémentaires vont permettre de créer véritablement une dynamique systémique collective en vue de dépasser le système, et est-ce que véritablement ces monnaies-là peuvent permettre la transition et le financement de la transition énergétique, enfin écologique, pas énergétique. C'est ce qu'on appelle des monnaies fiscales. On n'a pas prononcé ce mot encore aujourd'hui. Bon. La monnaie fiscale, c'est quoi? L'idée, c'était que pour essayer, pour que l'État reprenne contrôle sur et reprenne une partie de sa souveraineté monétaire, tout en restant dans l'euro, au moins temporairement. Parce que bon, le gouvernement Syriza a décidé de rester pour le moment dans l'euro. Bon. L'idée, c'était de créer cette monnaie fiscale, c'est-à-dire que les fonctionnaires, ceux qui sont payés par l'État, par exemple les fournisseurs, ceux qui fabriquent des routes, qui travaillent dans les établissements publics et qui sont payés, etc., soit des entreprises ou des salariés, eh bien, seront payés avec cette monnaie-là, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'une monnaie fiscale, c'est-à-dire une monnaie qui est fondée sur, comme ressources, les impôts. Ils sont payés avec des ressources qui proviennent des impôts de l'État. D'où l'idée de monnaie fiscale. Ensuite, cette monnaie pourra être utilisée d'abord électroniquement. L'idée, c'est d'utiliser avec des portables, téléphones portables. Donc déjà, il y a une contrainte. Les personnes âgées en Grèce, par exemple, et qui ne voient pas très clair ou qui n'ont pas les moyens de se payer un portable. On suppose que tout le monde a un téléphone portable. Et on peut payer, quand on a cette monnaie fiscale sur son compte, sur son téléphone portable, on peut payer ses impôts ou ses prestations sociales. Donc si vous voulez payer votre TVA, ou vous payez votre impôt sur le revenu, ou si vous voulez aller à l'hôpital et que vous avez un surplus, si c'est payant, s'il y a une partie à payer, vous pouvez payer avec ça. Donc, cette expérience monétaire-là, elle est très intéressante, mais vous voyez, elle est très partielle, parce qu'on ne peut pas tout payer. C'est un début intéressant, et donc tout à fait important, de commencer à retrouver la souveraineté monétaire. Après l'idée, c'est que ça peut préparer la sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'après, si il y a une sortie, soit provoquée par les autres, soit décidée par le gouvernement, hier on parlait des sorties de gauche, c'est-à-dire que le gouvernement décide de prendre le contrôle des banques, instaurer le contrôle des capitaux, renforcer la fiscalité, faire les réformes fiscales qui sont nécessaires pour retrouver les ressources dont il a besoin. À ce moment-là, il sera probablement éjecté de la zone euro parce qu'en face, ils diront pas d'accord avec vos mesures. Et à ce moment-là, ils seront amenés à reprendre leur monnaie nationale au sens fort du terme, par exemple de recréer. Parce que pourquoi ils seraient obligés de faire ça? C'est que pour le moment, ils n'ont plus le contrôle des banques. Ça a été très bien expliqué par Eric Toussaint hier. La grosse bêtise, ils n'ont pas compris, enfin ils n'ont pas voulu se donner les moyens de reprendre le contrôle des banques. Et ce qui est incroyable, ce qu'expliquait Eric hier, c'est que l'État détient une partie du capital des banques. En effet, c'est des actions qui n'ont pas le droit de vote ou moins de droit de vote que les autres. Et donc du coup, l'État, beau être détenteur du capital, il n'a pas les moyens de voter comme les autres. Donc il ne peut pas contrôler les banques. Donc l'idée, ça aurait été de faire une réforme bancaire, en particulier de mettre les banques en liquidation, parce que souvent elles vivent au crochet de l'État, parce qu'elles sont en déficit. Et l'État les recapitalise, etc. Donc l'État reprend la main sur les banques, et à ce moment-là, il reprend la main sur le système bancaire. Mais pour le moment, comme il ne l'a pas, l'idée de créer cette monnaie fiscale, c'est un moyen de reprendre une partie de la souveraineté monétaire, même si le système bancaire n'est pas sous le contrôle de l'État. Livret qui a proposé le sol solidaire. Ça aurait été une monnaie, malheureusement ça ne s'est pas bien développé, mais c'était l'idée d'une monnaie complémentaire à la monnaie nationale. Quand on dit complémentaire, ça ne se substitue pas, mais qui remplit des objectifs précis. Par exemple, les collectivités locales, les mairies, par exemple, auraient pu payer leurs fonctionnaires, ou une partie des revenus de leurs fonctionnaires, ou
d'autres dépenses comme ça, et du coup ça aurait servi dans la collectivité locale, mais au-delà, si les autres collectivités locales, si le réseau des collectivités locales l'avait accepté. C'était ce que proposait Patrick Vivray. Voilà. Okay, donc c'est tout à fait possible. Hein.